Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info. Tous les week-ends sur KTV, je vous propose de revenir sur l'actualité de la semaine avec un invité. Aujourd'hui, je suis venue retrouver mon invité dans le sud de Mayotte. Derrière moi, vous le voyez, le Mochongi. Nous sommes ici à Kanikeli. Je vous propose de venir avec moi retrouver mon invité. Je viens de retrouver mon invité, il s'agit d'El Majid Saindou, comédien, metteur en scène et directeur artistique de la compagnie de théâtre Ariar. Majid, bonjour. Bonjour Amina. Vous êtes ici, on est ici chez vous à Kanikeli. Dites-nous exactement où nous sommes et pourquoi on a dû venir jusqu'ici. Vous êtes à Kanikeli, c'est ici que la compagnie de théâtre Ariar est installée. Donc à la MJC de Kanikeli, en partenariat avec la commune de Kanikeli. Donc depuis janvier 2014, nous sommes installés ici et depuis, nous proposons des spectacles et des résidences de création sur place à partir de Kanikeli ici, vraiment où nous sommes ancrés, où nous proposons nos résidences, nos créations ici. Donc on va parler ici, Majid, pendant les 50 minutes qui vont suivre, de l'actualité à Mayotte, donc ce qui s'est passé chez nous, sur l'île aux Lagons. Alors cette semaine, ça s'est passé en métropole, donc c'était la semaine de la sécurité des patients, mais l'événement a été relayé ici à Mayotte, donc l'occasion pour les établissements de santé d'ouvrir le dialogue entre les patients, les professionnels et les usagers. Je vous laisse regarder les précisions de Camille Leca. Depuis hier, un groupe d'étudiants infirmiers vient à la rencontre des patients du CHM avec de petites cartes. Objectif, tester leurs connaissances de manière ludique et échanger avec eux sur les risques pouvant exister à l'hôpital. Une activité aussi bénéfique pour le public que pour ses futurs soignants. Ils ont interviewé donc les patients sur comment ils ressentaient la sécurité des soins. Et à mon sens, il est important que les étudiants prennent vraiment conscience définitivement que tout soin peut générer certains risques d'un niveau plus ou moins élevé. Ensuite, à mon avis, il est très important que les étudiants se sentent acteurs de santé, parce que chaque infirmier, quel que soit son mode d'exercice, est un acteur de santé, est un éducateur en santé. Donc l'ensemble de ces dimensions fait que leur participation est complètement pédagogique. La semaine de la sécurité des patients est organisée chaque année depuis 2010 sous la direction du ministère de la Santé. L'objectif majeur étant de faire comprendre au patient qu'il est lui-même acteur de la sécurité de ses soins et notamment lors de ses échanges avec son médecin. Il faut vraiment avoir bien conscience que le médecin est tenu au secret professionnel, au secret médical. Le secret médical est une obligation pour le médecin. Et il faut tout dire à son médecin et ne pas hésiter également à lui redemander des explications si on n'a pas bien compris quels sont les soins qu'il veut nous proposer. Au-delà des patients, le centre hospitalier a aussi organisé une activité de sensibilisation auprès de son personnel. Car pour les soignants comme pour les patients, tous les bons réflexes sont très importants. On vient de le voir dans le reportage Majid. Pour cette 4e édition, le CHM a choisi de miser sur une activité ludique pour faire passer en fait le message. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que comédien ? En tant que patient aussi, parce que c'est un hôpital que je trouve que j'y étais déjà passé aussi en tant que patient aussi. Et je pense que c'est une très belle initiative parce que pour un patient, c'est pour se sentir à l'aise, en sécurité et faire confiance au médecin. Et ça, c'est ce que je trouve très intéressant parce que moi, en tant que patient, un jour,
j'y étais. J'avoue que il y a des choses aussi qui je trouvais pas, en tout cas sécurisant pour moi, parce le que fait de ne pas savoir peut-être. le fait de ne pas savoir, le Ce fait qui nous peut-être attend, de ne pas ce qui va nous arriver. de comprendre comme si on est mal compris, c'est tout ça. Donc je trouve que c'est très intéressant et je ne savais pas que depuis 2010 ce projet est mis en place et j'encourage vraiment que peut-être ça quitte l'hôpital et que ça continue, même que le dialogue dans les villages pour que les Mahorais comme moi, comme toute autre personne se sentent vraiment en sécurité. Voilà. Est-ce que vous qui êtes dans le théâtre, est-ce que vous pensez que ça fait passer le message d'une manière différente et ça parle plus peut-être? Tout à fait. Et ça, c'est ce qu'il faut. Il faut passer les messages, pas passer les messages, mais aborder les gens comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est l'hôpital moderne, tous ces instruments, toutes ces machines qu'on nous colle, qu'on nous donne. C'est un jargon un peu compliqué aussi. Voilà, des fois, hein. Donc je pense qu'il y a besoin de ce temps-là comme ça, d'une manière ludique. Et pareil, nous quand on amène le théâtre aussi, c'est toujours d'une manière ludique pour parler de nous-mêmes, pour parler de notre vie quotidienne. Et je pense que c'est comme ça que les gens peut-être seront amenés à se comprendre. Ça vous est déjà arrivé d'intervenir dans le milieu hospitalier ? Alors non, moi en tant que comédien, non, pas encore. Mais ça m'arrivait déjà de effectivement travailler avec des patients ici même à Kanikeli. Nous recevons des jeunes aussi qui sont accompagnés par l'association Toi aussi, des handicapés motrices en situation de handicap. Et donc ils viennent ici, donc on les accompagne. C'est pas dans l'ambiance de l'hôpital, mais voilà, c'est aussi cette expérience-là aussi que nous on partage ici à Kanikeli. Voilà, avec ça. On continue Majid avec un autre sujet d'actualité. Donc c'était à Passamainti. Donc cette semaine, des enseignants ont exercé leur droit de retrait parce que pour eux, la situation devenait dangereuse dans l'établissement à cause de problèmes d'électricité. Je vous laisse voir ce reportage de Camille Leca. L'accident a été évité de peu hier dans cette école de Passamainti. En cause, un réseau électrique défaillant. Dans une salle de classe, un début d'incendie s'est déclaré, mais fort heureusement, il a vite été maîtrisé. Pour les enseignants, c'en est trop, car ce n'est pas la première fois que ça arrive. Depuis que ces appareils-là ont été installés, nous constatons qu'à chaque fois qu'on essaie d'allumer les ventilateurs, il y a des étincelles qui sortent des variateurs pour allumer, pour équilibrer la vitesse des ventilateurs. Nous constatons ça dans presque toutes les salles. Nous constatons aussi que les lumières qui ont été installées en fait ont une défaillance parce qu'aujourd'hui elles s'allument, demain elles ne s'allument pas. Ou vous avez un bal c'est une sorte de balle de lumière de balle dans les salles parce qu'on a les néons qui s'allument à tour de rôle et qui s'éteignent à tour de rôle en fait. Donc c'est un travail qui a été fait, mais bon, on constate aujourd'hui que c'était du bricolage. Ce matin, tous les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait pour dénoncer les dangers auxquels les élèves sont exposés. Ici, comme beaucoup d'établissements scolaires de l'île, les normes de sécurité ne sont toujours pas respectées. Je ne pense pas qu'il y ait une école en Mayotte qui ait l'aval de la commission de sécurité pour ouvrir, mais les maires prennent leurs responsabilités en ouvrant ces salles de classe. Nous, aujourd'hui, on a pris nos responsabilités en interdisant à nos élèves et à nous-mêmes d'y entrer parce que nous ne sommes pas en sécurité. Qu'un syndicat parle et que l'on oblige des personnes à entrer dans des maisons non sécurisées, c'est autre chose. Nous, on nous oblige à y entrer parce que toutes les écoles à Mayotte n'ont pas les normes de sécurité. Pourtant, elles sont ouvertes. Par qui? Je ne sais pas. Le réseau électrique de l'école avait pourtant fait l'objet de plusieurs réparations depuis le départ d'incendie de mai 2013. Aujourd'hui, les enseignants attendent une nouvelle intervention et espèrent que cette fois, tout rentre dans l'ordre. Des établissements scolaires qui ne sont pas aux normes à Mayotte. El Majid, vous qui avez ce lieu où vous recevez du public, vous avez connu ce genre de péripéties, on va dire ? Justement, c'est vraiment un grand problème ici à Mayotte parce que par exemple ici à Kanikeli, on a cet espace-là, on a investi ce lieu, mais il se trouve que si on revient sur la sécurité, rien malheureusement à ce jour n'est aux normes.
on se bat pour ça et je pense qu'il faut que sur ce genre de projet, de construire un établissement, un lieu comme ici à Kanikeli, il faut que les élus, en tout cas, ou les architectes, je ne sais pas, les penseurs du projet derrière, mais en tout cas qu'ils y aillent franchement et vraiment avec toutes les normes de sécurité. Et là, qu'est-ce qui est défaillant par exemple dans ce lieu ? Le lieu, quand vous recevez un public, il y a beaucoup d'exigences au niveau normes. Nous, on a jusqu'à 300 personnes qui viennent par spectacle. Et forcément, c'est aussi les entrées, sorties, pour l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Et les incendies, les prises. Écoute, c'est pas... le plan est là, mais il y a une impression comme si les travaux à un moment donné se sont arrêtés là. Théoriquement, tout était fait pour, mais en pratique, sur le terrain... Tout est fait pour, mais en pratique, non. Voilà. Et c'est aussi un travail de sensibilisation, à mon avis, qu'il faut aussi, pour que nos élus le comprennent et qu'ils se battent, qu'ils aillent jusqu'au bout à cela, parce que on ne peut pas laisser ces maisons comme ça auprès des Mahorais, des enfants. Et ça constitue un frein pour votre travail ? Là, pour vous dire que nous, on a 3 mois. On ne peut plus se permettre de rouvrir le théâtre sans passer par là. D'accord. Parce que c'est quand même... on ne peut pas plaisanter avec la sécurité pour le public. Ce n'est pas possible. Mm-hmm. Donc on va trouver les moyens jusqu'à ce que ça se fasse. Parce que sinon, c'est pas possible. Mais il est mis à disposition par la commune. Voilà, par la commune. Et la commune n'a pas fait le nécessaire pour le remettre en Et en fait, je pense convaincu que les associations doivent investir, par exemple, ce genre de lieu pour être force de proposition et amener un projet. D'accord. Et c'est vraiment une première fois ici à Kanikeli, en tout cas, en partenariat avec la compagnie Ari-Art pour mettre ça. Et tout ça, c'est aussi nous, la compagnie, l'association qui soulève toutes ces questions et que peut-être les gens qui sont en passage, qui viennent juste, forcément, ils ne se posent pas ces problèmes-là. C'est pour ça que j'encourage vraiment aux associations, en tout cas, de réinvestir des lieux, de vraiment poser des vraies questions pour s'imprégner de l'espace. C'est pas tout de demander un lieu, mais encore faut-il l'entretenir, faut-il aider aussi nos élus à mieux concevoir ces lieux. Et c'est dans cela qu'il faut faire. Voilà. C'est noté, Majid. On va continuer avec un autre sujet. Donc, vous connaissez le remblai de Mamoudzou à Mamoudzou, oui. Donc, des familles se sont implantées de manière illégale avec des habitations de fortune. Ils ont même planté, donc nos journalistes étaient sur place, des cultures vivrières, donc du maïs et du manioc. La mairie tente de les déplacer. Eux ne refusent pas, mais pour l'instant, rien n'est fait. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Issouf et de Leslie Vimné. Planter un peu de manioc, des lentilles, du maïs pour diminuer les dépenses alimentaires. Il faut dire que la vie est très chère sur le 101e département. C'est ce que Bakar et l'une de ses voisines, Choukidine de Mtsapéré, font depuis 1 an. Ils exploitent le terre-plein et en font profiter à tout leur entourage. Baskar tabu shundu mbashitosha shimenye leral pareli shongezo kabasta mana susikiti hajo nel pereli ni tambu jirobani onto aje hebuza surprise banwe hodzantu wasuta bi hamana sider ko kamwe kartezini bani ba para babkozo mrumbio na vuwa renge bashirjo limbane ziroza hitambia babo school pareli shongezo kapsita tambu mabaler toliziau mana lini ni rambler tabu tude mafele kan bar pareli lebetu kambar jarti shamba place bo kapsuru mwara hadera tabu kama mrato ngomba ha hewa mtisi harumwe parti tumba bukabsira hazi ra kapsi hazi ra marsho fanya risikensi tumheno mirubu nerjo renshi na wana rana ukensi bure besu kitokao na wenyewe yasifanye hazi ya warambia lazima ulawe wafanye hazi kartujo wafanye hali yangina sola wao wenyewe watojwao ambani wale wanadamu walo na wana kwa msi wami tina wana wanane wamini nenshi na wao amde nwale lao amde nkona wao sukitokao weda wao watojua mbani esko bwenule hali ya haenshiwa na wana wahe wale rimbevo hanu alime au vale kadha betujo na limba parce que yo place ya serikali.
La mairie compte débarrasser les lieux de toute occupation, ayant en charge l'ordre public et la sécurité. Toutes les équipes municipales confondues ont échoué. L'ampleur de la tâche reste rude puisque les occupants du terre-plein de Mtsapéré sont des habitants du quartier et à les entendre, ils sont très conciliants et partiront dès qu'il le sera nécessaire. Mwanamtiti wangu kula aina kati nyombeni yako kika malavuno kula ina asemeni mba lazima he malavuno ne raone nyombeyo na kama mwana nyombe ununa jana ovani tatsona chabarikisha zavana za mwana wa nyombe ovani dina jana ketsivani bamsa ketsivana mbeini mwaratha au na mula avana bantsojwa ndenge placini au na mombe lamba ntolo avana mba lazima mba mine vola place non. De l'élevage de zébus à la plantation, le terre-plein de Mtsapéré ne manque pas d'animation. Les policiers municipaux, déjà très sollicités pour déloger les vendeurs à la sauvette, auront peut-être très prochainement la lourde tâche de débarrasser le secteur des tôles et des carcasses qui longent le terre-plein des Mtsapérois. Majid, un terre-plein de Mtsapéré occupé par des personnes qui disent être là juste pour pouvoir se nourrir leur famille et qui n'ont pas prévu de rester. Vous, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez ces images? Alors moi, il y a déjà un départ d'un projet de survie de cette famille, de planter pour nourrir leur propre famille. C'est déjà une démarche quand même qu'il faut prendre en compte parce que voilà, il faut dire que la capitale est très serrée et les bouts de terrain qui restent, qui sont inoccupés ou qu'il n'y a pas forcément un projet sur place, forcément les gens arrivent et l'occupent. Et puis en plus le projet de planter des légumes en soi c'est tout à fait honorable pour ces gens qui ont envie de se nourrir en tout cas. D'accord. Et il y a cela qu'il faut peut-être aller au-delà de cette réflexion, amener à cette malaise aussi, cette famille qui n'ont pas les moyens. Après, on laissera aux élus de penser, aux autorités de penser la politique, mais il y a ça déjà que j'observe. Donc, on le voit qu'ils ne sont pas du tout réticents en fait, ils se disent s'il faut partir on partira, mais a priori ça leur a été demandé déjà et ils sont toujours là, donc à un moment donné on se demande est-ce qu'ils veulent vraiment partir ou voilà. C'est ça, en plus moi sur cela, ce terrain en plus on connaît, on y passe tous les jours pour gagner le sud. Vous avez déjà vu ces habitations Moi j'ai vu les bouts de tôle qui dessinent le terrain, alors qu'il n'est pas beau du tout, parce que c'est la capitale, ça fait un petit peu sale, et je pense que c'est pas une belle image pour nous, les Mahorais. On a envie de rentrer à la belle capitale mais la belle capitale malheureusement ressort ses défauts, et la réalité c'est que tous ces gens-là ils puissent trouver du travail, et peut-être ils seront pas là. Mais après je pense que un terrain inoccupé, cet espace-là malheureusement qui est là qui est remblé depuis longtemps, j'ai entendu par-ci par-là des projets qui se dessinent. À la limite, je pense que déjà ce terrain-là, il faut que le rendre vraiment propre, fini. Ça revient toujours à Mayotte, les choses finies. C'est-à-dire que pour que peut-être les gens d'inachevé, pour que les gens peut-être parce que ces gens-là ils sont arrivés, parce qu'ils voient bien que cet espace-là est vraiment délaissé. Et si l'État peut-être prenait ses responsabilités, en tout cas les autorités, occupé différemment, peut-être montrer qu'il y a des choses qui se préparent, mais ne serait-ce que planter des fleurs, dessiner l'espace. Je sais qu'à Mamoudzou, on a envie peut-être de retrouver un peu de verdure et marcher, se reposer. Et malheureusement, c'est tout bétonné. Et je pense que même peut-être, ne serait-ce que bien mettre ce terrain à plat, planter des fleurs, les gens laisser circuler, ça l'aurait effectivement dissuadé. Et c'est ça. Donc, pareil pour nous. Pour nous, dans le théâtre, dans notre projet, c'est d'occuper l'espace. C'est de s'implanter là pour fabriquer quelque chose. Sinon, la maison aurait été complètement tombée et pourrie, quoi. Donc c'est ça. On continue, Majid, avec un autre sujet d'actualité, donc Mayotte 2025. Et on va du côté de Pamandzi, en Petite Terre, du côté de la place Congrès, où se sont réunis week-end dernier des représentants qui travaillent ardemment justement pour faire sortir des projets pour Mayotte 2025. Je vous laisse regarder les précisions de Shakila Issouf et de Leslie Vimné.
Anciens du village, les mamans et quelques citoyens de la Petite Terre étaient présents pour prendre part au congrès du rapport des ateliers Mayotte 2025. Avec la présence du nouveau maire de Pamandzi, des propositions ont été énoncées par les représentants de chaque secteur, économique, social, sanitaire, religieux. Le rendu du rapport tant attendu par les Petits-Terriens fait état de toutes leurs doléances et de leur espoir. Vous remarquerez que dans tout ce qui a été dit, puisque j'ai l'avantage de clore quelque part ce projet de société, tout ce qui a été dit, c'est qu'on a essayé d'allier la modernité avec la tradition. Organisé par la mairie, le débat s'est déroulé sur la place des congrès à Pamandzi et a duré plus de 2 heures de temps. Le docteur Martial Henry a su se faire remarquer lorsque le rapport sur le sujet de la santé a été évoqué par l'ancienne maire Ramlati Ali. En ce qui concerne dans le domaine de la santé, nous avons eu l'occasion de réfléchir et je dirais même en amont parce que ça fait plusieurs années qu'on réfléchit avec le directeur de l'hôpital, avec l'agence régionale de santé et moi comment j'assiste le conseil de surveillance de l'agence régionale de santé qui est coprésidé par le préfet de La Réunion et par le préfet de Mayotte. Notre dernière réunion a eu lieu le 23 octobre dernier et j'ai fait ici un compte rendu de cette réunion sur la partie hôpital de Petite Terre, c'est-à-dire le centre de référence Petite Terre. Une cinquantaine de personnes étaient présentes. La majorité sont des aînés et malgré le fait qu'ils ne comprennent pas le français, ils se sentent rassurés par toutes ces réflexions. Une inquiétude persiste face à l'avenir pour la mise en place de toutes les propositions qui semblent simples à réaliser sur papier. Un projet Mayotte 2025 qui suscite beaucoup d'enthousiasme de plus en plus. Majid, vous en avez entendu parler. Vous avez déjà participé à des ateliers dans ce sens ? Pour le moment, je n'ai pas participé à d'ateliers, mais j'ai beaucoup suivi effectivement l'actualité sur le projet de Mayotte 2025. Je sais que ça parle beaucoup dans le village, je sais que les gens sont passionnés, intéressés à ce sujet-là. Et puis, qu'est-ce qui se dit notamment dans ce village ici, à Kanikeli ? Alors à Kanikeli, honnêtement, je ne sais pas beaucoup de ce qu'ils en pensent de ce projet-là, mais je ne sais pas si encore le préfet est passé pour sensibiliser les gens dans la commune, mais je sais qu'ils sont déjà passés dans les villages voisins. Comment vous le voyez-vous, Majid, Mayotte 2025 ? Mayotte 2025, écoute, c'est beaucoup de projets. En plus, ce qui est très intéressant dans ça, c'est que j'ai vu que tous les gens proposent, viennent avec des idées. Vous disiez tout à l'heure, se faire force de proposition. Force de proposition. Et puis, j'entends aussi des idées sur l'hôpital, sur d'autres choses. Notamment ce projet-là est aussi, à mon avis, aussi intéressant de projeter les choses comme ça dans le long terme pour arriver à les construire ensemble et que ça soit des Mahorais qui proposent, qui viennent avec des idées, que ça soit un peu de la politique et que le citoyen puisse être vraiment impliqué dans son territoire et amener peut-être des idées aussi à proposer. Dans cela, je trouve ça très intéressant. Et que si on arrive à réconcilier en tout cas la parole du citoyen et aussi la politique pour arriver à peut-être ensemble à dessiner le territoire, je trouve ça très bien, moi. Et vous qui êtes dans la culture, quel serait votre vœu à vous pour la culture à Mayotte dans le cadre de ce projet Mayotte 2025 ? Je pense que pour la culture, Mayotte 2025, c'est maintenant. Il faut qu'on travaille maintenant pour essayer quand même de sortir, d'arriver à cela. Donc c'est aussi d'abord le premier travail. Peut-être que l'artiste doit revenir un peu à son métier parce que ici on voit très bien que la réalité c'est que l'artiste ici n'est pas encore convaincu que déjà lui-même n'est pas encore convaincu que c'est son métier, c'est un métier qu'il fait. Et qu'il y a d'abord à revenir sur soi pour qu'on puisse l'entendre et le comprendre. Et pour fabriquer Mayotte 2025, c'est maintenant alors avec les artistes de bien s'imprégner de cet espace-là et proposer aux jeunes des choses. Avant d'aller revendiquer un statut, d'abord se convaincre soi-même. D'abord se convaincre soi-même de ce qu'on fait. On est musicien, on est musicien. On est comédien, et on fait cela par passion. Et les jeunes qui nous regardent, ils ont envie de voir ça. Et c'est dans cela qu'on peut arriver à construire notre Mayotte 2025 pour les artistes à Mayotte, en tout cas. Le message est passé, je pense, Majid. C'est donc ici que s'achève la première partie des Rendez-vous de l'info. On se retrouve juste après ça.
sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Je suis toujours en compagnie de El Majid Saindou. On est toujours à Kanikeli, près de votre lieu de travail. Majid, quel est-il ? Quel est-il ce lieu-là? Pour ceux qui viennent de nous retrouver. Écoute, c'est un lieu qui peut se construire qu'avec les Mahorais. C'est un espace de création, de propositions et de contre-propositions, que le public vienne aussi nous dire ce qui ne leur plaît pas, de poser le dialogue. Et c'est dans cela que ce théâtre peut vivre avec les Mahorais. Et voilà, c'est pas quelque chose de tout fait où on sort, on est content et c'est pas ce qu'on souhaite. C'est que les Mahorais s'imprègnent de cet espace-là et qu'ils viennent aussi nous en parler de ce qu'ils en pensent aussi. Voilà. Donc cet espace, c'est la MJC, de Kanikeli. Oui. Majid, on continue à parler de l'actualité avec les interprètes du tribunal. Donc un statut qui fait partie en fait de l'une des priorités de la garde des Sceaux, un statut qu'il faut redéfinir et surtout revaloriser. Donc un manque de reconnaissance pour ces interprètes, souvent mal rémunérés ou des fois pas du tout. Donc ceux-ci ont décidé de revendiquer justement leurs droits. Je vous laisse regarder ce reportage de Camille Leca. 30 € pour plusieurs semaines de travail. Ce n'est pas une erreur, il s'agit bien d'un chèque que l'administration judiciaire a remis à cet ancien interprète. Alors que pour une heure de travail, il aurait dû toucher aux alentours de 40 €. Malheureusement, le cas de Sidi n'est pas isolé, et tout cela à cause d'une absence de statut officiel. Les interprètes occupent des fonctions fictives selon lesquelles ne sont pas reconnus par le ministère de la Justice, en fait, puisque la langue mahoraise n'est pas reconnue en tant que telle dans la machine judiciaire. Du coup, la plus grande particularité ici, c'est que tout Mahorais ne parle pas français. Pas de contrat de travail, mais des ordres de mission signés après chaque prestation. Pas de bulletin de salaire, mais des facturations. Les 15 interprètes de l'île sont aujourd'hui considérés comme des travailleurs indépendants. Pour le député Ibrahim Aboubakar, il y a urgence. Il faut que leur statut évolue et que la spécificité mahoraise soit enfin reconnue. Le statut actuel des interprètes est trop rigide et donc l'institution judiciaire peut avoir recours à des interprètes, mais de manière non permanente, c'est-à-dire les personnes qui le font ne peuvent pas être des agents permanents, des auxiliaires de justice pour être clair, et à des coûts qui sont tout à fait non appropriés, puisque ce sont des procédures qui sont valables là où ces besoins d'interprètes ne seraient que ponctuels. Or ici, le besoin d'interprète est un besoin permanent structurel. Dernier espoir pour les interprètes de l'île, les engagements pris par la garde des Sceaux lors de sa visite sur le territoire le mois dernier. Dans ses priorités pour Mayotte, Christiane Taubira souhaite que le statut des interprètes évolue rapidement, une évolution qui est à suivre de près. Des interprètes qui ne sont pas reconnus pour le travail effectué. Majid, est-ce que ce reportage vous fait réagir en fonction de ce que vous faites déjà ? Forcément, en plus des interprètes qui ne sont pas entendus, si on remet cette phrase ici dans notre espace qui est le théâtre des comédiens, c'est vraiment ça aussi. Je comprends la colère et puis effectivement il est urgent vraiment d'accompagner ces gens-là parce que en plus ça va au-delà. C'est important d'autant plus quand j'entends que oui, la langue mahoraise n'est pas reconnue dans l'appareil judiciaire, c'est quand même on est où ici là maintenant, on est à Mayotte et avec tout ce qui se passe ici, qui est jugé ici, qui se décide ici dans les tribunaux, c'est dans cet espace ici avec la langue qui est parlée ici. Enfin, voilà, des interprètes qui déjà ont un rôle indispensable dans le bon fonctionnement en fait de la justice ici à Mayotte, comme vous le dites. Le mahorais fait partie de la langue parlée par les Mahorais. Beaucoup de Mahorais ne parlent pas français, donc sans eux, sans ces interprètes, il aurait été difficile de juger certaines affaires, je pense. Voilà, ce qui est donc, en plus dans la machine judiciaire, c'est des mots, c'est des vocabulaires, c'est des interprétations, des choses qui sont un peu
très difficile pour nous les Mahorais qui viennent d'une autre justice, juste il n'y a pas longtemps, avec la justice cadiale, avec tout nos traditions avant, où passer, basculer à cela, c'est très compliqué. Et forcément, les interprètes sont là pour poser le dialogue, pour qu'on puisse comprendre cette justice-là qui s'installe, qui est déjà installée ici. Mais même moi, c'est très compliqué parce que je connais un peu les coulisses, j'ai assisté, j'ai vu un peu et c'est pas évident. Et il faut que ces interprètes-là soient vraiment reconnus. En tout cas, j'encourage, je souhaite vraiment que ça aille plus loin, ce projet-là, ce qui le dit le sénateur. Que leurs statuts sont enfin reconnus. Ils sont enfin reconnus. Ils sont reconnus. Tu me poses la question s'ils sont reconnus. Qu'ils soient enfin reconnus. Qu'ils soient enfin reconnus. Ben oui, il y a cela. Et nous aussi. Justement, vous parlez tout à l'heure de la langue mahoraise. Vous, dans votre activité, est-ce que vous faites beaucoup usage de la langue mahoraise dans vos spectacles, dans vos rencontres avec le public? Est-ce que tout se fait en français? C'est moitié-moitié ou comment ça se passe? Moi, je suis convaincu que pour mieux parler la langue française, il faut qu'on parle mieux la langue mahoraise, qu'on maîtrise mieux la langue mahoraise et c'est dans cela que je me sens pleinement français et que je m'épanouis vraiment. C'est pourquoi c'est pour mieux structurer ses idées déjà. On ne peut pas laisser une langue à côté, on ne peut pas couper la langue et puis d'une langue déjà qui meurt. Ça sera le début des conflits ici et je pense qu'on n'a pas intérêt à vouloir rassembler notre la Maoré sur ça. Je pense qu'il faut vraiment accepter ces langues-là et apprendre à parler, à communiquer, à communiquer différemment notre langue. Il y a une autre façon de parler, de communiquer et il faut, je pense, pour mieux se retrouver, échanger avec toutes ces langues, cette richesse qu'on a ici. Prendre ce qu'il y a de bien dans chacune d'elles et faire un beau mélange pour arriver à un beau résultat. Tout à fait. Donc c'est un sujet que moi personnellement qui me tient à cœur parce qu'il faut ça touche aussi à notre partie de création sur la langue. Moi par exemple, je ne fais pas un spectacle parce que j'ai envie forcément de parler que en shimaoré ou que en français. Je ne suis pas dans cette démarche-là, mais en tant que comédien, en tant que metteur en scène, quand il y a une urgence de s'exprimer à une langue, parce que la parole vient dans cette urgence-là de s'exprimer, oui, pourquoi pas. Si on peut parler chinois, on peut parler tout, mais que la forme, ils sont entendus, et ça, on ne peut pas nous l'enlever de nos tripes. En fait. Voilà. Tout à fait. On continue, Majid, avec cette journée organisée par la préfecture en partenariat avec des associations qui protègent les femmes victimes, donc les femmes victimes de violences. Donc c'était une journée organisée en début de semaine. Je vous laisse regarder ce reportage de Shakila Youssouf et de Leslie Vimné. Donner de la voix pour crier et dénoncer des actes qui détruisent à jamais une personne. Le sujet des violences faites aux femmes reste tabou et les associations telles que l'ACFAV, le service de la préfecture de la délégation des droits des femmes, veulent être un moteur qui délie les langues et donne la parole à ces femmes qui pour beaucoup ont vu leur enfance gâchée et salie. Et continuent de commettre d'autres victimes. Donc aujourd'hui, si je suis là, je crie à haute voix pour que toutes ces victimes, c'est pour elles que je fais ça. Parce que je sais qu'ici à Mayotte, en sortant d'ici à la barge, partout, on va me regarder, on va dire « Elle, papa, maman, je vous demande pardon, mais c'est pour les autres que je le fais. » Les premières études mahoraises sur les violences faites aux femmes ont été exposées lors de cette conférence de presse. Le rendu définitif se fera en février 2015. C'est sûr qu'un des constats aussi, ça a été qu'à Mayotte, contrairement à tous les autres départements d'outre-mer, il n'y avait aucun chiffre de ces violences. C'est souvent des chiffres qui sont mis en avant, c'est des chiffres qui font parler, c'est des chiffres qui débloquent des fonds pour faire avancer les choses. Sensibiliser la société à cette réalité
passe par de nombreuses actions. Ainsi, les artistes comme Lil Mawid, marraine de la lutte contre les violences faites aux femmes, donnent de la voix, tout comme Sandati, pour faire passer le message à l'ensemble des Mahorais. La préfecture met en place des outils qui permettront à ces hommes et ces femmes de libérer leurs paroles pour guérir de ces souffrances trop longtemps enfouies et souvent tues par l'entourage familial. Nous avons plusieurs actions qui sont déjà prévues en 2015, notamment le colloque, des formations à destination des professionnels, des associations qui sont en première ligne pour recueillir la parole de ces femmes. Nous avons également les services de sécurité et d'ordre qui sont impliqués auprès des personnels soignants, de manière à ce que la réponse soit adaptée et rapide. Un livre intitulé « Quand la parole se libère » ou « Dilifu Tiuvenza » est un recueil de témoignages de victimes qui permettra au grand public de mettre des mots sur ces actes de violence souvent perpétrés sur des femmes démunies. L'action pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes se poursuivra ce jeudi à Dembéni avec la projection à 18h d'un film et se terminera ce samedi 29 à Kungu sur du slam. Lutter contre les violences faites aux femmes, Majid, notamment en disant les choses, en prenant la parole et en mettant des mots sur ces violences. Vous, c'est quelque chose qui vous parle, Majid, ce genre d'initiative? Oui, oui, ça me parle, évidemment. Et c'est pas pour rien que la dernière création, donc en tant que metteur en scène, que j'ai mis en scène, intitulée Trumba la Antigone, où j'ai fait une réécriture, une réadaptation en shimaoré de cette tragédie de cette femme Antigone. Et au-delà de cette femme, c'est tout le poids de la vie et de ce qu'elle a subi, ce qu'elle a comme forme de violence aussi. Et j'ai donné dans ce projet-là la parole à cette femme donc, qui est interprétée par Delphine et qu'on l'a joué beaucoup ici à Mayotte et que j'encouragerais vraiment. Je pense que les Mahorais à venir voir cette création parce que là, on a pris. Quel est le message justement dans ce spectacle Antigone? Dans ce spectacle, c'est la courageuse Antigone qui s'est malgré tout qui a été mis au fin fond de la terre et tout ce qu'elle lui reste, c'est de chanter. Venir voir cette courageuse femme qui s'est battue et c'est quelque chose qui vient de très loin, voilà, c'est toute l'humanité entière en fait. Et aujourd'hui, en 2014, on voit que c'est encore d'actualité ici à Mayotte. D'accord. Et dans la thématique justement des violences faites aux femmes, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, peut-être des pistes pour pouvoir les aider à parler de leur souffrance, ou alors c'est des choses, si ça ne sort pas, il faut laisser faire, ou il faut encourager? Comment ça se passe? Alors, éventuellement, vous avez déjà eu à travailler sur des cas comme ça? Mais forcément, non, pas encore, mais il faut encourager. En plus, ça finit par le projet Slam. Il y a déjà un projet de parole, de s'exprimer. Et peut-être qu'à Mayotte, il y a des choses qu'on a perdues aussi. Cette spontanéité à parler, à prendre la parole, à parler, cette forme de mourengue où on se retrouve, cette forme de kabar chez nous, ou des espaces où on parlait, on rentrait, on s'exprimait. Et ces formes-là, on les a perdues. On ne peut pas. Et je pense que revenons à ces outils-là, peut-être pour se réinvestir, donner la parole facilement à les gens, d'en parler. Et oui, par ces actions comme ça, Sandati avec la chanson, il y a des choses fortes comme ça. Mama Carré, moi, c'est ça. Il y a des choses le combat de Limawilde, pardon, qui continue ce combat-là. J'encourage à ces femmes-là. Et on ne se rend pas compte forcément parce qu'on a nos habitudes ici et que le rapport de l'homme dans les foyers sur la femme, le dialogue, les choses, on ne se rend pas compte, mais ça peut être un regard, ça peut être juste un petit geste qui peut tout changer. Qui peut tout changer. Voilà. On continue, Majid, avec ce beau projet dont il a été question le week-end dernier. Donc la délégation des droits des femmes présentait le bilan du projet Marraine en action, donc un projet piloté par la délégation des droits des femmes justement, et qui permettait durant 2 années à des jeunes filles de se découvrir, de reprendre confiance en soi avec l'aide de marraines. Je vous laisse regarder les explications de Shakila Youssouf.
Des jeunes filles qui ont toutes trouvé leur chemin. Certains sont dans la construction de leur projet professionnel, d'autres ont trouvé du travail et elles se sont toutes révélées grâce au soutien de leur marraine. C'est les larmes aux yeux que ces femmes se sont exprimées pour dire tout le bien que cette action apporte à leur vie. Autant pour les marraines que pour les filleules, cette expérience les a changées. C'est avec beaucoup d'émotion et de reconnaissance qu'elles se sont dit ce qu'elles pensaient les unes des autres. Vraiment toutes les filles qui sont là, qu'elles vont se laisser porter par l'aura de Cinda, parce que tout ce qu'elle fait, elle a une mairesse à côté, mais elle se donne le temps et le courage de se battre pour tous ces projets. Donc vraiment, je voulais la remercier. Parmi tous les projets que la délégation aux droits des femmes a initiés, c'est un de ceux qui m'aura le plus marqué. Je pense que le plus beau remerciement, enfin la plus belle récompense que je peux avoir, c'est les remerciements de ces jeunes filles. Quand on me dit merci Madame Nohera parce qu'aujourd'hui mes parents me font confiance, parce qu'aujourd'hui je vais faire quelque chose que j'aime et que j'ai pu aller au bout de mon rêve, c'est ce que je retiendrai en tout cas. Et comme vous l'avez dit, effectivement, beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs aussi et une grande satisfaction et beaucoup de choses positives qui en sont sorties. Être marraine, c'est donner de son temps pour écouter, conseiller une jeune fille afin de l'aider à faire les bons choix et affronter la vie. Comme une grande sœur, un modèle, un guide qui crée des liens entre la famille de la filleule et l'ensemble de la délégation des droits des femmes afin pour que demain ces jeunes filles puissent assurer la relève de ces marraines en action. Donc nous, autant que faire se peut, notamment on l'a fait avec 101 femmes, 101 métiers, dès qu'il sera question de valoriser, de mettre en avant les femmes, on le fera parce que ces jeunes aussi ont besoin d'exemples de réussite. Souvent ils nous disent oui mais c'est pas fait pour nous, si, c'est aussi fait pour vous. Moi je rêve du jour où j'aurai une jeune fille qui me dira madame je veux être magistrate. On a déjà des avocates, c'est une très bonne chose. Comme je disais, pourquoi pas une astronaute. Moi j'ai ma collègue à La Réunion qui me disait j'ai une jeune fille qui m'a présenté un projet dans ce sens. Je rêve de la même chose pour Mayotte aujourd'hui. En partenariat avec le Conseil général, l'association Entreprendre au féminin, la délégation des droits des femmes, le projet Marraine en action dresse un excellent bilan sur tout rapport. La continuité de ce programme est utile pour les femmes mahoraises. Aujourd'hui, le projet a dépassé le stade d'expérimentation et son efficacité n'est plus à prouver. Aider ces jeunes filles à reprendre confiance en elles et à rassurer les parents à travers ce projet, Majid, est-ce que pour vous c'est quelque chose que vous auriez imaginé ici à Mayotte et avec un tel succès ? Imaginez, non, ce qui est intéressant, c'est que avec tous les changements du territoire, de notre île, avec tous les liens de maman et la fille qui sont complètement différentes aujourd'hui, forcément, je pense que c'est très bien ça, de partir à partir de là, de nouer les liens comme ça. Mm-hmm. Peut-être qu'aujourd'hui, les jeunes filles, il y a d'autres dialogues que les parents qui peuvent pas se comprendre. Donc je pense que c'est très intéressant ce projet-là et que j'encourage Madame Nohera Mohamed de continuer ce combat-là. Et que il est. Alors tu me dis que c'est un succès, c'est très intéressant voilà que. En fait, le concept, c'est des jeunes filles suivies par des marraines, en fait. Ouais. Donc, elles se sont choisies mutuellement, je pense. En plus. Voilà, donc un suivi informel souvent, c'est-à-dire un coup de fil, une rencontre, et qui souvent, on l'a vu dans le reportage, a changé des vies. Donc, c'est quand même... ah oui, parfois je pense qu'on ne peut pas, effectivement, il y a des choses avec les parents, les mamans, on ne peut pas les dire forcément. Ça vous est déjà arrivé ? Ah oui, alors à un niveau artistique, évidemment, parce que c'est par des rencontres comme ça que les choses aussi se décident et que des directions et des choix se confirment. Mmh. Et moi, c'était un vieux personne, il s'appelle Monsieur Jean-Louis Ourdin, qui est un vieux dans son fin fond de la Bourgogne, dans un petit village, que j'ai rencontré ce monsieur, mais noyé dans la poésie, passionné, et puis qui ne demande rien que de voir ses vaches le matin et descendre au bar, faire des lectures, et c'est ça. Il y a des petites choses comme ça. Qu'est-ce juste qui de vous a voir marqué alors là-dedans ? De voir cet engagement, ce vieux, dans cette énergie-là, dans ce métier, qui aime la poésie comme moi, qui aime la littérature, passionné des livres, de raconter des histoires, des choses. Et je l'ai vu dans ça. Après, c'était une rencontre d'une semaine où j'ai travaillé avec lui. Et c'est dans ces petits moments-là que... je pense que parfois nous serons tous amenés les yeux sur certaines choses. Voilà, sur d'autres choses et que j'ai envie
je me suis vu aussi, vieux comme lui, passionné de théâtre, quoi. Voilà. Majid, on continue avec ce concert donc, qui a eu lieu à Pamandzi le week-end dernier. Donc, c'était l'association Caribou Pamandzi qui était organisatrice avec un artiste, Elad Daalani, donc dans une ambiance très intimiste, comme je vous laisse le voir dans ce reportage de Shakila Youssouf et de Leslie Vimné. Ou Tende, ou l'art de l'oralité des mots qui sont aujourd'hui oubliés et que l'artiste Elhad veut faire revivre. La rencontre avec l'association Caribou Pamandzi s'est faite tout naturellement puisque cette jeune association réunit des slameurs, des jeunes passionnés par la rencontre de l'autre et qui se veut être fédérateur d'une idéologie du partage de l'autre grâce à la parole. Surtout, c'est comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, je vais abandonner cette histoire d'instrument de guitare et partir comme ça dans les mots, rien que les mots, que des mots comme ça, des textes sans instrument. Vraiment, parce que pour moi, c'est un défi à relever. La musique, c'est vraiment de l'habillage pour les personnes qui ne comprennent peut-être pas forcément ce que je dis, mais après, bon voilà, après il faut entrer dans les racines, ça c'est sûr, c'est super important ça. Donc là, ce soir, ce que l'on propose, c'est un concert avec Elad, un poète, un slammer, qui manipule les mots d'une manière extraordinaire, que ce soit en français ou en shimaoré. Et donc l'objectif, c'est de permettre aux gens de se rencontrer autour d'un thème commun, ici la poésie, la chanson, et de pouvoir échanger et de pouvoir se rencontrer, tisser des liens en fait. En partenariat avec Star Pizza, MWA, Sam High Tech, tout au long du week-end, les animations de Caribou Pamandzi ont été félicitées et sollicitées pour organiser de nouveaux événements. Près de 10 000 membres sur Facebook suit l'association qui œuvre actuellement à la mise en place d'autres actions afin de promouvoir Pamandzi et ses habitants. Du slam pour terminer avec quelques notes de musique, Majid. C'est une ambiance, un univers qui vous plaît, vous qui, Une ambiance qui rejoint un peu la parole, comme nous au théâtre aussi. Hein. Et puis, c'est une autre forme, le slam. J'ai vu que avec Elad, il l'appelle Utende. Peut-être c'était une forme qui existait ici. Et que de le refaire revivre, en tout cas, je pense qu'il faut aussi continuer à en parler aux Maoré et vraiment à expliquer le Utende parce que c'est un mot aussi qui est là, mais il faut l'entendre, il faut le comprendre. D'où on vient par cette forme-là de parole. Voilà. Je vous demande, Majid, maintenant de nous parler de votre actualité à vous, la vôtre ici à Kanikeli. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le projet qui l'entraîne de se préparer dans ces murs avec la compagnie arrière? Toujours, si on rebondit à partir de là, de cette parole, de cette forme aussi de parole, qu'on peut aussi appeler slam, mais en tout cas, nous ici, on a trouvé une autre formule. On a appelé un projet, il s'est intitulé le Moringue de la poésie. Le Moringue de la poésie, donc il y a un vrai Moringue, c'est un espace de parole. On sait que le Moringue, on se donne des coups, on se bat. Donne des coups. Et là c'est une joute poétique. On ne se donne pas des coups. Voilà. Ah oui, parce que c'est vraiment dans l'esprit d'une joute, mais dans la poésie. Une espèce de battle de poésie. Une battle de poésie, c'est bien déjà le mot battle sur la poésie, ça. Et en fait, le rendez-vous, c'est le 6 décembre ici à Kanikeli à partir de 17h. Les gens peuvent venir voir tous les jeunes de la commune de Kanikeli, tous les villages. Tout le monde peut venir, il faut s'inscrire. Alors, comment pas ça se passe? S'inscrire, peut déjà venir voir. C'est un projet pilote qu'on met en place, qu'on expérimente ici dans la commune de Kanikeli. Donc tous les villages sont représentés. Il y a des jeunes qui vont partout pour représenter leur village et qui vont venir ici à Kanikeli le 6 décembre défendre aussi leur village. Et ça se fera comment? En maoré, en français? Ça se fera dans les deux langues? Toutes les langues. Même en anglais si on veut? Même parfois, il y a des propositions, c'est sans parole. Sans parole, d'accord. Voilà, c'est vraiment l'esprit de groupe que ces jeunes puissent dans le village travailler ensemble. Quelle que soit la langue, il y a du français, il y a du shimaoré, du shibushi, sans parole. Des langues européennes? Voilà, chorégraphie, c'est le corps qui s'exprime et c'est vraiment formidable. Donc là, le rendez-vous, c'est le 6. Après, les gens peuvent venir ici voir, dans le cadre de notre programmation ici, Soumet Ahmed qui nous vient des Comores pour un spectacle intitulé Tentation d'exister qui sera joué ici à Kanikeli à partir du 19, 20
et 21 décembre. C'est ici donc que s'achève cette émission. Majid, merci à vous de nous avoir reçus, puis merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se dit à demain pour de nouvelles infos, toujours sur KTV.